Voilà, il est 13h07 et retour sur le ZCL en direct de RHT. Nous devrions recevoir M. Edouard Delta, qui est maire de Lens-Bertrand, et la ville se tient aujourd'hui les premières journées de l'agro-transformation. Visiblement, il y a eu des petits problèmes de transmission. Peut-être qu'il ne sera pas là. En tout cas, on en a parlé déjà dans les titres et dans le développement, puisque Mendy a fait un développement, le reportage de Michel Héraclite sur ces journées d'agro-transformation. Donc, on va continuer le journal. Et si M. Delta arrive pendant ce journal, eh bien, nous aurons plaisir à l'accueillir. Mendy, c'est à toi. On continue avec l'actualité. Je vous le disais en début de semaine, le Race Water, ce navire solaire hydrogène qui est 100% autonome, il est donc amarré en début de semaine au Memorial Act. Eh bien, il a accueilli ce matin une rencontre débat sur le thème énergie nouvelle. On fait le point avec ce reportage de Chris Kevy. La présentation de cet après-midi avait pour but de montrer ce qui a été fait depuis 2015 dans le cadre de la transition énergétique, des projets qu'on appelle énergie nouvelle chez nous, qui comportent des projets énergie renouvelable, mais aussi de nouveaux projets sur des cycles combinés. Nous avons commencé les premières études mi-2015. D'ores et déjà en 2018, 3 projets seront en ligne. Donc le projet Greenwater, le projet Cleargen pour la pile à hydrogène. Et nous allons conduire ces projets en développement sur la transition énergétique jusqu'en 2025. Ces projets ont pour vocation d'être déployés sur les 3 territoires où nous agissons, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Aucun des territoires ne sera absent de nos projets énergie nouvelle. Et on poursuit avec ces images donc, de travaux. Depuis jeudi soir, les agents de la CGTLE sont à pied d'œuvre pour venir à bout des travaux de réfection de l'ouvrage hydraulique sur la RN2. Les nombreuses averses d'hier ont affaissé le premier ouvrage. Peut-être le travail a été sous-évalué. En tout cas, les agents aujourd'hui font face à un chantier colossal. Ils doivent creuser jusqu'à 4,95 m de profondeur pour remettre la route en état. Si le beau temps revient, eh bien la route sera donc remise aux usagers d'ici lundi. Des images signées Alain Hannibal. Et justement, en parlant du temps, on va donc faire un petit point au niveau de la météo. Nous sommes donc passés en vigilance orange depuis ce midi. Après une accalmie de ce matin, des averses reprennent en cette mi-journée. Elles s'amplifient et tournent à l'orage cet après-midi en donnant encore d'importantes quantités de pluie en peu de temps. Les sols étant déjà saturés en eau, des inondations sont probables, notamment dans les endroits sensibles, déjà inondés depuis hier, à savoir les Grands Fonds, la région pointoise ou encore le nord Basse-Terre. Ces averses orageuses risquent donc de perdurer une bonne partie de la soirée avant de commencer à s'atténuer dans le courant de la nuit. Des averses de moindre ampleur sont attendues demain samedi, surtout en matinée. Et on poursuit avec l'après Maria. Nous pouvons dire vraiment que Maria a laissé beaucoup de dégâts sur son passage. La nature en a fait les frais. Et justement, le parc national de la Guadeloupe subit encore donc ses effets. Les oiseaux s'en vont, les ruches ont été détruites, donc pas de miel en préparation. Le président Ferdi Louisi a donc reçu une aide de l'État d'un montant de 4 millions d'euros et il nous fait un point au micro d'Olivier Félix. Les dégâts au niveau du parc national de la Guadeloupe sont considérables, tant au niveau de la flore et que de la faune. Alors tous les arbres qui sont tombés au niveau de la forêt, toutes les conséquences que nous avons. Alors non seulement il y a des arbres qui sont tombés par l'effet des vents, mais il y en a aussi qui ont été fragilisés. Donc il va falloir les couper, les enlever. Et donc on est parti pour un moment, pour que la forêt puisse se reconstituer. Et bien sûr ça pose d'autres conséquences, notamment sur tout ce qui est faune, les oiseaux qui ont l'habitude de venir en cœur de parc national pour se reproduire et qui seront, faute d'arbres, obligés d'aller ailleurs. Et je crois que les oiseaux ont l'habitude d'avoir cet effet de migration, cet effet de survie. Donc il va falloir que nous redoublions de vigilance à ce niveau, que nous ayons un accompagnement avec tous les usagers de la forêt, les chasseurs, pour planter des arbres à baies, pour permettre à ces oiseaux de se nourrir, ces oiseaux qui ont besoin de graines, de se nourrir.
dire. On a connu cet événement avec Hugo en 1989. Donc là, on recommence avec Maria. Il y a des effets importants sur nos équipements, les carbets que nous avions au niveau de la traversée, des mamelles, qui ont subi d'énormes dégâts. Mais la Guadeloupe et la nature est prête à se relever. Alors, bien sûr, on mobilise beaucoup de fonds au niveau de l'État, on l'entend, pour les bâtiments, sur les structures électriques, sur les structures d'eau. Mais il faut aussi penser à la restauration de la nature, la restauration écologique, tant pour le milieu terrestre que pour le milieu marin. Et c'est pourquoi j'ai eu l'occasion de défendre cette semaine à Paris, auprès du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, le dossier d'aide d'urgence. Et nous avons décidé, au niveau de cette Agence française pour la biodiversité, d'accorder 4 millions d'euros aux Antilles françaises, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique pour une moindre mesure, afin d'intervenir sur les équipements en eau, sur les équipements d'assainissement et aussi sur la restauration de la nature. Donc le Parc national de la Guadeloupe aura l'occasion à ce moment-là de présenter des dossiers pour obtenir des fonds d'aide d'urgence pour nous permettre justement de protéger toute notre faune, toute notre flore, pour la reconstituer et de repartir de plus belle. Vous le constatez, il n'y a pas un endroit en Guadeloupe où on n'a pas vu les effets de Maria sur les arbres, sur l'activité des apiculteurs. Ce sont des professions qui sont totalement sinistrées. Il n'y a pas que les agriculteurs avec la banane ou la canne à sucre ou avec d'autres formes de culture fruitières ou vivrières. Il y a aussi, on doit y penser, nos apiculteurs. Il y a aussi les marins pêcheurs, puisqu'on a beaucoup de dégâts et on a fait le constat à Bouillante au niveau de la réserve des îles Pigeons. Là aussi, il y a beaucoup de dégâts sur les fonds marins, sur les récifs coralliens. Et donc, on aura besoin de la solidarité de la nation française pour reconstituer tout cela. Et je vous le disais en titre, après le jugement du meurtrier de Yohan Equinox, âgé de seulement 15 ans, ou encore, vous verrez donc cette image de cette femme mexicaine donc de 94 ans qui a été condamnée à 12 jours pour avoir transporté 10 kilos de cocaïne. Eh bien, la question qu'on vous pose, pensez-vous qu'il y a un âge raisonnable pour être condamné? Cette question, vous y répondez au micro de Jeff Taylor et Chris Kevy. Non, pas un âge raisonnable. Hein. À partir du moment qu'on condamne, on peut condamner. Hein? Quand on a 80 ans, quand on a 100 ans, quand on a 18 ans. Parce que de toute manière, c'est ça qui vient au même. Hein? Madame n'a pas été banni exactement l'âge. Des beaux condamnements, on peut condamner. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'âge pour être condamné. Mais je dis qu'il devrait y avoir des sanctions adaptées en fait en fonction de l'âge. Après, il faut savoir pourquoi cette dame de 94 ans avait passé de la cocaïne. C'est ça. Parce que, bon, voilà, s'il y a besoin d'argent, effectivement, il faut y porter en manœuvre, comme on dit. Ah oui, il faut condamner tout le monde qui fait des bêtises. Tout ça qui a fait un butin, qui prend place, il faut condamner. Il y en a d'accord aussi. Moi, je dirais que non, parce que, voilà, un crime, c'est un crime, ça ne dépend pas d'une personne. Voilà, il n'y a pas d'âge, normalement. Quand je dis un crime, je parle de tout ce qui est illégal. Tout ce qui est illégal doit être condamné, donc peu importe la personne, il faut qu'elle soit condamnée. C'est-à-dire que voilà, pour le jeune, il est un peu 14 ans, je trouve que c'est jeune pour aller en centre pénitentiaire. Ce serait plus intéressant qu'il aille dans un centre de redressement. Voilà, donc en gros c'est ça. Ok. Par contre, on ne peut pas comparer au petit jeune qui a tué un autre jeune, pour moi, gratuitement. Que c'est vraiment gratuit, tuer un jeune comme ça, on va trouver que c'est... Voilà. Non, qui s'appelle à l'âge? Alors, à l'âge à madame là, c'est ça qu'il a fait? Qui est exemple qui a passé tout le monde là? Qui est exemple qui a passé les jeunes? Non, là, je regrette vraiment. Pour la dame de certain âge, ben, pareil, il y a une sanction adaptée. Hein. Ça demande de la réflexion, mais on peut trouver. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire des bêtises, il faut être puni aussi, hein, quel que soit l'âge. L'âge n'est pas pardonnable. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'âge raisonnable. Par contre, on peut être plus ou moins tolérant en fonction du crime, entre guillemets. Voilà. C'est plutôt ça. Oh non, monsieur, non, il n'y a pas d'âge. Vous faites une bêtise, puni. D'accord avec vous. Même si c'est petit mon homme, il faut une bêtise, puni. Il faut y payer. D'accord?
Voilà, c'était votre avis, des propos recueillis du côté donc de la ville des Abîmes. Voilà, Danick, pour l'information. On a fini? Oui, ça y est. On a terminé. Alors, je le disais, donc, notre invité des journées de transformation, peut-être qu'on le recevra la semaine prochaine, puisque ces journées, il va falloir bien tirer un bilan, faire une évaluation. Donc, restez avec nous. La semaine est terminée pour le ZCL. Elle reprend à partir de lundi. Et lundi, nous aurons de nouveaux invités et puis de nouvelles chroniques. Voilà, il est pratiquement 13h et combien 17 minutes. Il va faire beau ce week-end. En tout cas, entre cette nuit et demain, non. On est encore en vigilance orange. On espère que ça c'est pas une vigilance cyclone, c'est une vigilance pour la pluie et orage. Forte pluie et orage. Forte pluie et orage. Donc rassurez-vous, pas de cyclone en vue, en tout cas pour l'instant. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Voilà. Merci en tout cas de votre attention. Dommage que l'invité ne soit pas là, mais enfin, c'est bien arrivé. Et donc, nous ne ferons pas comme Nagapé. Salut! Bonjour à tous, nous sommes vendredi 29 septembre, enfin dernier jour, avant-dernier jour du mois, et nous allons parler aujourd'hui avec M. Alain Nagam, qui est notre invité, c'est le président de la FPTPE. FPP, oui, bien sûr, il n'y a pas de E. Et probablement, nous avons prévu de recevoir un peu plus tard Edouard Delta, qui est le maire de la ville d'Anse-Bertrand, puisque ce sont les journées d'Acroute en transformation dans cette région-là. Sinon, l'information, c'est Mandy, on va commencer tout de suite avec elle, avec les titres. Bonjour à tous, bienvenue également à vous qui nous écoutez en direct de RHT Guadeloupe. Nous sommes donc évidemment le vendredi 29 septembre. Voyons ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Et comme vous l'a dit Danick, c'est donc l'agro-transformation, les journées de l'agro-transformation, elles ont donc démarré. Nous partirons du côté de Petit Canal où avait lieu une rencontre avec les professionnels du secteur. Nous verrons également des images, vous avez sûrement dû subir les gros embouteillages puisqu'il y a des travaux qui se font en ce moment sur la RN2, donc à Lamanta. Nous verrons quelques images et quelques explications tout à l'heure. Et enfin, on terminera avec ce micro-trottoir. Y a-t-il un âge raisonnable pour être condamné après le jugement du meurtrier de Yohan Equinox âgé d'à peine 15 ans? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il existe un âge donc raisonnable pour être condamné? Voilà donc pour les titres de ce journal et sans plus tarder, on démarre avec donc l'agro-transformation. Est-ce que l'agro-transformation pourrait être la nouvelle donc alternative de développement économique pour l'agglomération du Nord Grande Terre? Eh bien, agriculteurs, chercheurs, professionnels du secteur étaient donc réunis autour d'un projet d'usine centrale de transformation de produits locaux de Guadeloupe. S'inscrivant donc dans cette stratégie, ils se sont donc réunis à Petit Canal. Des images signées Michel Héraclide et Rénal Walter. Communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, dont je suis le 4e vice-président en charge du développement économique, a aujourd'hui la compétence développement économique du territoire. Nous sommes en Nord Grande Terre, un territoire qui a vu son déclin économique depuis la fermeture des usines à Cannes, de Beauport notamment, et aussi de Blanchette. Donc il s'agit pour nous élus d'offrir une autre alternative de développement au territoire qui soit viable et pérenne. Et c'est pour cette raison qu'avec les agriculteurs, avec les professionnels du monde agricole, les chercheurs, tous ceux en tout cas qui de près ou de loin participent à l'agriculture, la Chambre d'agriculture, nous avons proposé un projet d'agro-transformation qui consiste à donner à manger aux enfants du territoire Nord Grande Terre, c'est-à-dire aux 5 communes du Nord Grande Terre, Moule, Mornalo, Port-Louis, Petit Canal, Anse-Bertrand, à manger dans l'assiette des cantines
cantines scolaires des produits du terroir. La région accompagne le développement économique et dans l'agriculture fait partie du développement économique puisque la matière première de la Guadeloupe, l'agriculture en fait partie, avec l'eau, avec l'air, avec aussi la mer et nous avons aussi notre sous-sol, si bien que la région intervient à tous les niveaux. Et il y a dans le cadre de ce séminaire un projet de l'usine centrale et pour construire l'usine centrale, pour agro-transformer les produits du terroir, il est indispensable qu'il y ait du matériel, qu'il y ait une infrastructure et dans ce cadre-là, c'est la région qui accompagnera financièrement ce projet. D'ailleurs, nous avions dans la maquette financière une enveloppe de 2,5 millions. Nous l'avons fait passer à 6 millions de manière à accompagner ce projet de l'usine centrale sur le Nord Grande Terre. Voilà, nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons recevoir et nous recevons en direct dans le ZCL M. Alain Nagam qui est président de la FTP. Mais avant de l'interroger comme ça chaque semaine, nous recevons Marie-France Goujouedna. Bonjour. Bonjour. Et c'est vous qui avez dressé le portrait de Alain Nagam. Absolument. Alors Alain Nagam, vous êtes né en 1957, vous avez donc tout juste 60 ans, pardon. Il ne faut pas le rajeunir quand même. Pourquoi pas. Donc vous êtes né à Pointe-à-Pitre, mais vous avez grandi à Basse-Terre. Votre maman était laborantine à l'hôpital Saint-Hyacinthe. Votre papa était pâtissier-traiteur, mais également entraîneur professionnel de boxe. C'est une passion que vous partagez avec lui, mais vous avez peu pratiqué la boxe sur injonction de votre maman. Vous avez fait votre scolarité au séminaire collège de Basse-Terre et ensuite vous avez dû quitter le chef-lieu au moment des événements de la Soufrière. Vous avez continué votre scolarité à l'Institut de promotion commerciale à la CCI. Vous avez créé votre première entreprise à l'âge de 24 ans. C'était un libre-service d'alimentation. Vous avez ensuite créé le premier fast-food à Basse-Terre, bien avant le McDo, c'était sur le Champ d'Arbaud. Et ensuite, pendant 15 ans, vous êtes spécialisé dans la distribution de papier. Et aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans l'environnement. Vous avez une entreprise avec 9 salariés et vous travaillez essentiellement pour les collectivités, pour l'entretien des espaces verts et du cadre de vie. Vous êtes également le président de la FTPE Guadeloupe, Fédération des très petites entreprises, et également la FTPE DOM. C'est ce qui aussi vous a, je pense, amené à vous présenter aux dernières élections de la CCI. Si, quand on vous demande votre meilleur souvenir, en fait, vous dites que ce sont généralement les rencontres, et notamment celle de Guy Corneli. Un souvenir particulier, eh bien, ça a été votre départ le jour où, en 76, quand la Soufrière a menacé d'exploser, le départ de Basse-Terre, et vous vous dites toujours très touché de voir que le chef-lieu n'a jamais retrouvé de sa superbe. Votre plus mauvais souvenir, eh bien, c'est le décès de René-Serge Nabajot. Une qualité chez vous très importante, c'est la fidélité en amitié. Le plus gros des défauts, c'est probablement la méchanceté et l'hypocrisie. Et si vous aviez un seul objet à emmener, si vous deviez traverser la planète avec un seul objet dans votre valise, ce serait un livre. Le livre d'un économiste, Joseph Stiglitz, et qui s'appelle La Grande Fracture. Et ça parle notamment d'inégalité sociale. Ma première question sera bien sûr d'actualité. Donc l'année dernière, au mois de novembre, vous avez présenté une liste aux élections à la CCI sur les très petites entreprises. C'est 95% de notre tissu local. Et vous n'avez obtenu aucun siège à la CCI. Expliquez-moi pourquoi. Bon, vous savez, on sait aujourd'hui, le monde économique sait comment ça s'est passé. On a manifestement... nous n'avons pas nous-mêmes vu nos voix arriver en préfecture. Comment? Donc on connaît les mauvaises pratiques guadeloupéennes quand il s'agit d'élections de chambres de cour consulaire. Donc on n'a fait fi de cela et de toute façon on est encore au combat pour la petite entreprise et on y sera encore. Donc on va vous retrouver aux prochaines élections qui seront, à mon avis, incessamment. Non, mais ce n'est pas une histoire d'élection, mais particulièrement portée au plus haut les orientations économiques de la Guadeloupe. Mais allez-vous vous représenter pour les prochaines élections? C'est une question que je me pose, mais c'est une direction que je vais prendre. Quand je constate la situation actuelle d'une équipe, je dis que c'est... Et j'ai dit en tout autant que c'était une cabale de la liste unique.
Et on a voulu faire croire que j'aurais été incapable de gérer la chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe, malgré tout ce que j'avais déjà fait pour l'économie guadeloupéenne. Mais aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte de voir que nous sommes, après une année, la CCI n'a encore rien fait. Et ça, c'est désolant. Et ceux qui souffrent particulièrement, ce sont les TPE. Et quand les TPE souffrent, c'est l'économie guadeloupéenne qui souffre. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le point de la CCI, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant, dans le portrait de Marie-France, j'ai appris que vous étiez bastérien, je ne le savais pas d'ailleurs. Vous êtes du Sud, comme moi-même d'ailleurs. Royal. Oui. Et donc, je vais vous poser la question de savoir comment vous trouvez le développement économique de la Basse-Terre, de Basse-Terre et de la Basse-Terre. Mais très mal, et c'est vrai que j'avais tenté dans le programme que j'avais de mettre en place quelque chose pour réorienter, et le programme européen aujourd'hui le porte, la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. Il y a des perspectives économiques à mettre en place, mais pour cela il faut une parfaite cohésion entre le monde économique et le monde politique. Et cela dans la politique de rééquilibrage du territoire aussi, parce que quand je parle de Basse-Terre, je ne parle pas uniquement de la ville, mais je parle aussi pour moi de habitants, de Bouillante, Trois-Rivières, et le potentiel économique qui agit aujourd'hui entre Saint-Claude et Bouillante, parce que vous savez qu'il y a eu une absence chez nous en termes politiques, c'est la loi montagne. Oui. C'est un outil essentiel pour pouvoir développer l'agriculture en zone de montagne. Et quand on parle aujourd'hui d'agrotransformation, mais si nous n'avons pas ici, chez nous, l'application des lois qui régissent la PAC, c'est-à-dire le programme agricole commun de l'Europe, eh ben, on ne pourra pas faire grand-chose. Et nos élus, à ce moment-là, ont failli. Donc, mais je n'en veux pas. Il faut bien sûr travailler et qu'on soit d'accord de manière à ce que nous puissions doter la Guadeloupe d'outils, d'abord de lois, mais aussi d'hommes et de femmes en capacité que nous avons pour pouvoir développer les territoires de la Guadeloupe, et Basse-Terre en particulier. Alors, quand vous voyez ce qui se passe à Basse-Terre du point de vue du développement économique, j'ai envie de vous poser la question sur Pointe-à-Pitre, qui est une ville qui est en train de se vider et devenir une ville fantôme. Mais écoutez, particulièrement, et c'est comme on dit, l'absence de politique économique tue l'économie. Et aujourd'hui, et c'est la faute de qui? Bien sûr, les décideurs sont toujours les politiques. Parce que quelles que soient les actions que nous pouvons mener pour faire avancer l'économie, le gouvernement ne peut signer un document qu'avec ses homologues politiques, c'est-à-dire les maires, présidents de département, présidents de PCI. Et c'est cela. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, tant que les politiques ne vont pas bien comprendre que l'économie, c'est l'économie qui doit mener et pas l'électoraliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous leur proposons un certain nombre de sujets de développement, ils doivent nous suivre et nous accompagner. Vous disiez il y a quelque temps que les socioprofessionnels, dont vous faites partie, sont des complices silencieux de la classe politique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce que vous faites justement pour ne plus rester silencieux? Ça me revient, j'ai écrit effectivement, parce que c'est vrai que 40 ans qu'on parle de l'eau, du transport, tout cela, ce sont des sujets qui étaient sur la table, que justement, la loi montagne, c'est le conseil général, qui n'est plus le conseil départemental. Mais si nos élus avaient été suffisamment clairvoyants ou véatifs, comme on dit, on aurait eu à travers cela les moyens justement de développer l'eau. Et je dis une chose, et c'est une question que je pose souvent, qu'en est-il de la déclaration de service public de la Générale des eaux? C'est une question, j'attends encore la réponse, parce qu'il me semble que la déclaration de service public de la Générale des eaux, dedans, il y avait le traitement des réseaux d'eau. Et j'aurais bien aimé qu'aujourd'hui, que tous les politiques que j'ai cités aujourd'hui, qui ont été présidents du Conseil général, puissent porter la réponse aujourd'hui, comment les choses ont été gérées. Et ça, c'est déplorable ça aussi. Alors justement, vous avez des idées, mais quelle est votre vision du développement économique idéal en Guadeloupe? Écoutez, aujourd'hui, le potentiel, la zone exclusive économique de la Guadeloupe, c'est 90 000 km². Nous portons, nous FTPE, et aussi des partenaires européens, Guadeloupe, éolien offshore tropical. Et quand on sait que la loi sur la transition énergétique a oublié
que nous étions, nous, en zone tropicale cyclonique, parce que nous ne sommes pas mentionnés dans la loi, nous avons effectivement demandé au député Servat de porter un projet de modification de la loi pour qu'on soit effectivement considérés, nous, en zone tropicale, la Guyane en zone équatoriale. Donc, et cela nous permettra effectivement de développer sur le territoire français un projet étatiste mondial, un projet qui seul peut être implanté à Port-Louis, parce que c'est en France, c'est à Port-Louis 60 à 100 mètres de fond marin sur 2 à 3 km qui permet à n'importe quel bateau de pouvoir venir jouer au yo-yo. Alors c'est ces éléments-là qui font que nous portons ce projet-là avec bien sûr les élus du Nord-Grande-Terre et aussi la région Guadeloupe. Et nous le faisons avec la commission énergie de la région. Et justement, nous avons souhaité qu'à la Chambre de commerce, il y ait la commission industrie, énergie, justement parce qu'il y aura des codes APE à changer, ou à apporter, ou à ajouter, pour nous permettre, nous, de jouir du potentiel économique que nous pouvons faire. Et je vais vous donner un exemple. Il est question pour nous de faire venir ici l'usine de fabrication de palmes. À Cherbourg, c'est 7000 emplois. Uniquement pour la fabrication. Alors imaginez un seul instant que nous avons ici chez nous en Guadeloupe, et je prends un mot le président Macron, parce qu'il nous dit, donnez-moi le potentiel de chez vous pour que je puisse vous accompagner à le faire. Eh bien, c'est voilà ce que nous avons mis sur la table du Premier ministre et du Président de la République. Et aussi du Président Chalus en premier lieu. Quand vous dites tout à l'heure que depuis son élection pratiquement à la Chambre à la CCI, rien n'a bougé, rien n'a été fait, c'est pas un peu injuste? Non, quand je dis... comme M. Nagapin ne fait rien, il se tourne non, mais je n'accuse pas M. Nagapin lui-même, j'accuse tous ceux et celles... ceux qui ont démissionné récemment. Tous ceux et celles qui ont été dans la partie, ils auraient dû très bien voir plutôt que les choses se sont faites de manière, vous avez compris, la manière dont les élections se sont déroulées chez eux, oui. Ça ne pouvait pas continuer. Et si aujourd'hui, bon, c'est vrai que je sais qu'ils ont un tant soit peu peur de démissionner pour qu'on aille aux urnes, pour redonner la part aux chefs d'entreprise, mais si un tant soit peu, ils ne construisent pas une majorité solide pour que des commissions puissent fonctionner, pour que les TPE arrêtent de souffrir. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai connu une équipe CCI sur le terrain en organisant les rendez-vous des acteurs économiques, présent à côté de la FTPE. Aujourd'hui, je ne ressens pas ça et je ne ressens pas cette avancée, cet état d'esprit du développement économique. Et c'est vrai, je le dis, parce que nous sommes venus aux élections avec un projet qui s'appelait le rééquilibrage des territoires. Avec un projet basé sur la zone exclusive économique, mais aussi la zone de revitalisation rurale pour donner une chance justement à ces zones. Et tout ça, ce sont des programmes européens. J'ai fait venir Chantal Dagneau ici pour mieux faire comprendre le chef d'entreprise guadeloupéen l'étendue du champ du potentiel européen à travers Horizon 2020, COSME et autres, tous ceux qui sont en dehors du programme FEDER, FEADER, FEAMP, etc. Donc, il y a des choses à faire. Et la Chambre de commerce porte EAN, c'est-à-dire l'esprit de développement d'entreprises en coopération avec d'autres Européens qui sont de leur territoire. Mais voilà des choses qui sont lettres mortes. Et ça, je dis que tant que la dynamique de la Chambre de commerce, et je le répète encore, la Chambre de commerce, c'est l'orientation du développement économique proposé aux acteurs, c'est-à-dire aux ordonnateurs qu'est la région Guadeloupe. Donc quand une chambre de commerce ne fonctionne pas, c'est l'économie qui touche. Donc vous êtes pour qu'on refasse ces élections pratiquement? Je suis pour qu'on refasse ces élections pratiquement, mais je suis pour aussi qu'une majorité vraie se dégage pour qu'on puisse travailler de façon sereine. Et à ce moment-là, est-ce que je vais rester 5 ans à attendre des élections? Non. Si une équipe qui se dégage est en capacité véritablement de travailler, je porterai des idées et le potentiel de la Fédération des petites entreprises pour qu'on puisse effectivement gagner du temps et développer la Guadeloupe. Sous l'ancienne mandature, vous aviez une meilleure écoute, vous aviez pu porter plus de projets, et lesquels? Mais je vais vous dire une chose, quel que soit ce que je peux avoir avec ce qui s'est passé aux élections, quand nous avons créé la FTPE Guadeloupe en 2008, nous avons trouvé Madame Colette Coury, présidente de la Chambre de commerce,
pour nous donner les voies et moyens, un local à disposition, un secrétaire à disposition pour travailler. Et c'est à ce titre. Et même mes propres rendez-vous au ministre de l'Outre-mer, à l'époque, Marie-Luce Panchard, donc je le dis, chaque fois, je n'ai pas peur de le dire, Colette Coury, marraine de la FTPE, et Marie-Luce Panchard, ministre de l'Outre-mer, c'est de cette façon-là. Parce que Marie-Luce Panchard avait mis à ma disposition Jean-Rémy Coquille, commissaire à la vie le nom, et comment il s'appelle, le sous-préfet actuel au SGAR à Martinique, j'oublie son nom, mais ces deux personnes-là, qui étaient sous-préfets à la cohésion sociale à l'époque en Guadeloupe, André Pierre, lui, c'est avec ces gens-là que nous avons pu développer, créer non seulement l'FTP Guadeloupe-Portée, mais aussi Guyane, Martinique et Saint-Martin. Et Mayotte. D'accord. Et donc, pour revenir à l'actualité la plus brûlante, c'est les cyclones, les ouragans qui ont soufflé sur Saint-Martin et sur la Guadeloupe. Alors, premièrement, deux petits mots sur les petites entreprises guadeloupéennes. Elles n'ont pas beaucoup souffert parce que c'est une question, puisque vous savez qu'il y a un état de catastrophe naturelle qui était assez réduit. Qu'est-ce que la FTPE dit aux ministres concernés, aux présidents de région, aux présidents de conseil, aux collectivités? Nous avons été présents aux différentes réunions. J'ai assisté quand le président Chalus a très clairement fait comprendre au préfet qu'il était inadmissible que l'État veuille lui seul contrôler tout cela. C'est après que, c'est un dimanche, c'est après cela que le préfet a adjoint le département et la région à ses côtés, suite à l'acte d'action du président Chalus. Et depuis ça, avec l'UDE-MEDEF que nous avons rejoint, parce que j'ai appris très tôt que le monde économique guadeloupéen parle d'une seule voix, parce qu'il s'agissait de nos entreprises, et c'est à ce moment. Je crois que nos partenaires, les banquiers ont joué le jeu, le président Henri Yacour, directeur de la sécurité sociale aussi, le RSI m'a écrit en tant que président Outre-mer pour me faire savoir qu'il mettait à la disposition des chefs d'entreprise, bien sûr, il y a une fiche à remplir, un apport financier pour leur permettre de rebondir. Là, je suis en train de négocier avec la Caisse des dépôts et consignations pour mettre en place un fonds de roulement pour permettre aux entreprises de Saint-Martin, Saint-Barth de redémarrer. Incessamment sous peu, nous allons organiser une rencontre, parce que la chance de Saint-Martin, c'est que la FTPE Saint-Martin dirige la CCISM. Comme en Guyane d'ailleurs avec Karine Bissou. Oui. Donc c'est ça, quand nous sommes là, nous sommes actifs. Oui. Donc, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on va mettre en place des opérations pour pouvoir recevoir les chefs d'entreprise, les identifier et leur porter au cas par cas. Mais est-ce qu'en termes de marché de reconstruction, vous serez présent réellement? On sera présent, plus que jamais. Un FTPE Saint-Martin, rien ne se fera sans FTPE Saint-Martin. Vous êtes sûr? Saint-Martin, Angèle Dormois, elle est debout. Parce que Bouygues est très véatif, sur ce cas. Bouygues est très véatif. Je ne vous cache pas que je connais très bien les dirigeants de Bouygues. Ils sont véatifs sur ça, mais ils sont véatifs aussi sur le chantier de l'hôpital. Oui, aussi. Mais je vais vous dire une chose, contrairement à ce qu'on peut avoir, j'ai signé pour la Guyane avec Bouygues, lors de la construction de l'hôpital à Sinamari, une convention qui a permis à 48 TPE non seulement de travailler sur le site de la construction de l'hôpital, mais aussi de se former au métier de construction de la santé. Parce que le ciment qu'on utilise pour construire un bâtiment n'est pas pareil pour construire un hôpital. Il y a des métiers qui sont dans ce domaine-là, et Bouygues a accepté de le faire. Et c'est vrai qu'on ne voit pas chaque fois que c'est un acteur, que c'est un ennemi, mais aussi il faut savoir dire les choses aux gens. Nous sommes chez nous, nous devons contribuer à la reconstruction de notre territoire. Que ce soit en Guadeloupe aujourd'hui, il faut relancer l'activité, parce que c'est chez moi, Baïf, Pieux Habitants, Bouillante, Trois-Rivières, Rivière-Sens. Là aussi, il y a de vrais sujets et on sera présent. On sera présent, d'ailleurs, on l'est déjà, parce que Bruno Blandin le sait très bien, qu'il est hors de question que nous soyons mis à l'écart. Nous travaillons avec la cellule mise en place avec l'UDE-MEDEF. Chaque fois que de besoin, nous participons aux travaux, mais il est hors de question, et je le répète, je serai là véatif, que nous ne soyons pas partie prenante. Et aussi, je crois que pour la dette sociale et fiscale aussi, il y a un travail de fait, mais il sera question aujourd'hui de sursoir à la demande d'être à jour de cotisation, on l'a dit au préfet, pour que les entreprises puissent participer à la reconstruction. Oui, alors l'octroi de mer, en fait, vous critiquez pas mal ce dispositif, tout simplement parce que
vous disiez qu'initialement, il devait soutenir l'économie locale et qu'au final, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous allez, par exemple, je sais pas, demander le soutien de nos nouveaux députés ou sénateurs pour essayer de redonner à l'octroi de mer sa véritable vocation? Où l'octroi de mer retrouve sa véritable vocation? Parce que vous savez, c'est la plus vieille taxe qui existe. Hein, et l'octroi de mer, c'était pas fait pour nous, j'appelle ça une taxe coloniale. Aujourd'hui, il faut réfléchir différemment au développement de l'économie. Nous, on avait proposé à l'époque la TVA régionale. De quoi enrichir effectivement et empêcher que les entreprises supportent cette taxe-là directement parce que ça pénalise bien sûr l'entreprise. Donc c'est pas bien. Il faut que nous arrivions à réfléchir, que nous arrivions à discuter et négocier avec l'Europe qui souhaite aussi voir disparaître l'octroi de mer, mais nous devons nous faire des propositions fortes pour sortir de ce positif-là. Aujourd'hui, se servir de l'octroi de mer pour accompagner des puits sans fond contre nos communes, ce n'est pas une bonne solution. Et il faudrait que nous trouvions autre chose. Et aujourd'hui, il est question, moi je suis prêt, on a des idées à faire sur ce domaine. Je rencontre, quoi qu'on dit, au jeudi, la délégation ministérielle de l'outre-mer qui réfléchit sur l'évolution de l'octroi de mer. On leur dira notre avis, mais aujourd'hui, moi je pense qu'il serait beaucoup plus sain de pouvoir donner à la région Guadeloupe directement par le biais d'une TVA régionale les voies et moyens de développement économique pour soutenir l'économie. Alors, on va bientôt terminer, il est déjà 2h57. Vous savez que cette semaine, enfin à la fin de la semaine, le mot de maman a beaucoup circulé un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Monsieur Nagapin, que nous avons interviewé ici au téléphone, nous disait qu'il s'agissait d'un véritable complot contre lui, ourdi, semble-t-il, par le patronat, le MEDEF, etc. Vous validez cette idée de complot contre M. Nagapin? Je ne peux pas valider ça parce que, bon, même si je ne suis pas dedans, mais je suis quand même au courant de ce qui se passe. Par contre, ce que je dis, quel que soit Pierre, Paul, Jacques, quel que soit le moment où les choses se sont passées, 4 ans, 10 ans, 20 ans, c'est inacceptable. C'est inconcevable que dans une réunion professionnelle, on puisse se comporter de la sorte et employer le mot. Une fois, ça peut s'échapper, mais autant de fois, je dis que c'est une malhonnêteté, cela c'est une insulte, c'est une injure à la société guadeloupéenne et de vouloir faire croire que ça. C'est inexcusable aussi. On ne peut pas avoir quand on est. Il a fait son mea culpa hier. Non, on ne peut pas dire. Voilà, on ne peut plus. Parce que j'ai entendu dire aussi que vous ne connaissez pas savoir. Oui, il a dit ça ici. Henri, désolé, mais tu as commis une faute, même si tu aimes bien dire maman, je le dis là aujourd'hui, ça ne peut pas se passer lors d'une réunion, sur un comité d'établissement, ça ne peut pas se faire. Ça c'est vraiment, c'est être irresponsable, perdre ses moyens, et on ne peut pas excuser ça. Et je peux dire quelque chose, le monde économique ne peut pas se suffire de quelqu'un qui demain peut déraper dans une réunion avec le préfet. Donc, ah non, moi je suis catégorique là-dessus. Si c'est moi, je lui demanderai effectivement de sortir, de ne pas se représenter parce que je serai gêné de savoir que demain, je suis en réunion quelque part et qu'il peut péter comme ça et dire des choses. Non, il faut il va falloir qu'il donne des preuves sérieuses de sa capacité à se contenir et à se maintenir. Moi, si c'était moi, je vous avoue que je me serais tout petit. Et voilà, mais je pense que non, c'est inacceptable. On ne peut pas dire ça comme ça, et surtout j'entends circuler des mots sur la jeune fille prétextant qu'elle est ceci. Non, à un moment, ça c'est encore une insulte, et ceux qui veulent défendre Henri dans ce domaine-là, ne doivent pas, parce que moi je dis que il était parmi ceux qui voulaient me vilipender, dire que j'étais un incapable. Je suis un fils de pâtissier, j'entends dire qu'il est fils d'agriculteur, on ne l'aime pas. Il faut qu'on arrête avec ce sujet-là et que nous sachions en Guadeloupe prendre nos responsabilités. Vous avez commis un acte, vous deviez l'assumer, vous excuser peut-être, mais on ne peut pas l'accepter les excuses. Mais quand on fait ça, on se comporte comme ça, on ne peut pas venir demain dire que excusez-moi, c'est passé. Je n'ai pas aujourd'hui de garantie qu'il pourra véritablement, correctement représenter le monde économique. Comme on dit, et moi les parents disent ça souvent, hein, même si vous pas ni l'argent, mais toujours habillé au propre.
C'est ça que c'est. Voilà. Dernier mot, c'est sur les journées de l'agrotransformation dans le Nord-Grand-Terre. Vous êtes au courant? Je suis au courant. Je n'ai pas eu le temps d'aller parce que ça se termine à 13h aujourd'hui. Oui. Je devais y être malheureusement, mais pris dans des obligations personnelles parce que je travaille aussi. Et je n'ai pas eu le temps d'y aller. Mais je soutiens fortement la démarche. Nous-mêmes à la FTPE, on est en train d'essayer de rassembler les entreprises parce que nous créons place du marché de territoire. C'est-à-dire c'est un outil de vente de nos produits, un peu comme Amazon, de manière qu'on fait d'ailleurs avec FTPE Besançon, de manière à ce que nos produits soient représentés sur un seul et même site. Et je déplore le fait que chaque personne essaie de faire son site de vente. C'est pas bon, c'est pas assez visible. Et je souhaite effectivement que tous ceux qui veulent commercialiser leurs produits à travers le monde. Parce que je dis ça, la transition numérique, c'est une vraie chance pour les Guadeloupéens, pour tous nos petits agriculteurs, pour nos artisans et tout, pour pouvoir commercialiser leurs produits sans monter un magasin à Paris, à Marseille et autres. Ils ont l'avantage aujourd'hui de commercialiser un produit. Mais ce que je dis, faisons attention. Avant, quand on achetait du bonbon, on le mettait dans des papiers de sac à farine. Aujourd'hui, il est question de packaging. Des fois, le produit n'est peut-être pas bon, mais la toilette est tellement bien faite qu'on a envie de l'acheter. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est le commerce de demain, donc nous devons en profiter. Oui à l'agrotransformation. Bien, 13h02, on vous remercie, Alain Agam, d'être venu nous dire tout cela. Et puis, on va suivre l'actualité dans les jours qui viennent en ce qui concerne la CCI. Sinon, on prend d'abord une page de publicité, puis on se retrouve avec Mandy pour le développement de l'actualité. Voilà, il est 13h07 et retour sur le ZCL en direct de RHT. Nous devrions recevoir M. Edouard Odelta, qui est maire de Lens-Bertrand. Et la ville se tient aujourd'hui les premières journées de l'agrotransformation. Visiblement, il y a eu des petits problèmes de transmission. Peut-être qu'il ne sera pas là. En tout cas, on en a parlé déjà dans les titres et dans le développement, puisque Mandy a fait un développement, le reportage de Michel Héraclite sur ces journées d'agrotransformation. Donc, on va continuer le journal. Et si M. Delta arrive pendant ce journal, eh bien, nous aurons plaisir à l'accueillir. Mandy, c'est à toi. On continue avec l'actualité. Je vous le disais en début de semaine, le Race Water, ce navire solaire hydrogène qui est 100% autonome, il est donc amarré en début de semaine au Memorial Act. Eh bien, il a accueilli ce matin une rencontre débat sur le thème énergie nouvelle. On fait le point avec ce reportage de Chris Kevy. La présentation de cet après-midi avait pour but de montrer ce qui a été fait depuis 2015 dans le cadre de la transition énergétique, des projets qu'on appelle énergie nouvelle chez nous, qui comportent des projets énergie renouvelable, mais aussi de nouveaux projets sur des cycles combinés. Nous avons commencé les premières études mi-2015. D'ores et déjà en 2018, 3 projets seront en ligne. Donc le projet Greenwater, le projet Cleargen pour la pile à hydrogène. Et nous allons conduire ces projets en développement sur la transition énergétique jusqu'en 2025. Alors, ces projets ont pour vocation d'être déployés sur les 3 territoires où nous agissons, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Aucun des territoires ne sera absent de nos projets énergie nouvelle. Et on poursuit avec ces images donc de travaux. Depuis jeudi soir, les agents de la CGTLE sont à pied d'œuvre pour venir à bout des travaux de réfection de l'ouvrage hydraulique sur la RN2. Les nombreuses averses d'hier ont affaissé le premier ouvrage. Peut-être le travail a été sous-évalué. En tout cas, les agents aujourd'hui font face à un chantier colossal. Ils doivent creuser jusqu'à 4,95 m de profondeur pour remettre la route en état. Si le beau temps revient, eh bien la route sera donc remise aux usagers d'ici lundi. Des images signées Alain Hannibal. Et justement, en parlant du temps, on va donc faire un petit point au niveau de la météo. Nous sommes donc passés en vigilance orange depuis ce midi. Après une accalmie de ce matin, des averses reprennent en cette mi-journée. Elles s'amplifient et tournent à l'orage cet après-midi en donnant encore d'importantes quantités de pluie en peu de temps. Les sols étant déjà saturés en eau, des inondations sont probables, notamment dans les endroits sensibles, déjà inondés depuis hier, à savoir les Grands Fonds, la région pointoise ou encore le nord Basse-Terre. Ces averses orageuses risquent donc de perdurer une bonne partie de la soirée avant de commencer à s'atténuer dans le courant de la nuit. Des averses de moindre ampleur sont attendues demain samedi, surtout en matinée.
Et on poursuit avec l'après Maria. Nous pouvons dire vraiment que Maria a laissé beaucoup de dégâts sur son passage. La nature en a fait les frais. Et justement, le parc national de la Guadeloupe subit encore donc ses effets. Les oiseaux s'en vont, les ruches ont été détruites, donc pas de miel en préparation. Le président Ferdi Louisi a donc reçu une aide de l'État d'un montant de 4 millions d'euros et il nous fait un point au micro d'Olivier Félix. Les dégâts au niveau du parc national de la Guadeloupe sont considérables, tant au niveau de la flore et que de la faune. Alors tous les arbres qui sont tombés au niveau de la forêt, toutes les conséquences que nous avons. Alors non seulement il y a des arbres qui sont tombés par l'effet des vents, mais il y en a aussi qui ont été fragilisés. Donc il va falloir les couper, les enlever. Et donc on est parti pour un moment, pour que la forêt puisse se reconstituer. Et bien sûr ça pose d'autres conséquences, notamment sur tout ce qui est faune, les oiseaux qui ont l'habitude de venir en cœur de parc national pour se reproduire et qui seront, faute d'arbres, obligés d'aller ailleurs. Et je crois que les oiseaux ont l'habitude d'avoir cet effet de migration, cet effet de survie. Donc il va falloir que nous redoublions de vigilance à ce niveau, que nous ayons un accompagnement avec tous les usagers de la forêt, les chasseurs, pour planter des arbres à baies, pour permettre à ces oiseaux de se nourrir, ces oiseaux qui ont besoin de graines, de se nourrir. On a connu cet événement avec Hugo en 1989. Donc là, on recommence avec Maria. Il y a des effets importants sur nos équipements, les carbets que nous avions au niveau de la traversée, des mamelles, qui ont subi d'énormes dégâts. Mais la Guadeloupe et la nature est prête à se relever. Alors, bien sûr, on mobilise beaucoup de fonds au niveau de l'État, on l'entend, pour les bâtiments, sur les structures électriques, sur les structures d'eau. Mais il faut aussi penser à la restauration de la nature, la restauration écologique, tant pour le milieu terrestre que pour le milieu marin. Et c'est pourquoi j'ai eu l'occasion de défendre cette semaine à Paris, auprès du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, le dossier d'aide d'urgence. Et nous avons décidé, au niveau de cette Agence française pour la biodiversité, d'accorder 4 millions d'euros aux Antilles françaises, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique pour une moindre mesure, afin d'intervenir sur les équipements en eau, sur les équipements d'assainissement et aussi sur la restauration de la nature. Donc le parc national de la Guadeloupe aura l'occasion à ce moment-là de présenter des dossiers pour obtenir des fonds d'aide d'urgence pour nous permettre justement de protéger toute notre faune, toute notre flore, pour la reconstituer et de repartir de plus belle. Vous le constatez, il n'y a pas un endroit en Guadeloupe où on n'a pas vu les effets de Maria sur les arbres, sur l'activité des apiculteurs. Ce sont des professions qui sont totalement sinistrées. Il n'y a pas que les agriculteurs avec la banane ou la canne à sucre ou avec d'autres formes de culture fruitières ou vivrières. Il y a aussi, on doit y penser, nos apiculteurs. Il y a aussi les marins pêcheurs, puisqu'on a beaucoup de dégâts et on a fait le constat à Bouillante au niveau de la réserve des îles Pigeons. Là aussi, il y a beaucoup de dégâts sur les fonds marins, sur les récifs coralliens. Et donc on aura besoin de la solidarité de la nation française pour reconstituer tout cela. Et je vous le disais en titre, après le jugement du meurtrier de Yohan Equinox, âgé de seulement 15 ans, ou encore, vous verrez donc cette image de cette femme mexicaine donc de 94 ans qui a été condamnée à 12 jours pour avoir transporté 10 kilos de cocaïne. Eh bien, la question qu'on vous pose, pensez-vous qu'il y a un âge raisonnable pour être condamné? Cette question, vous y répondez au micro de Jeff Taylor et Chris Kevy. Non, pas un âge raisonnable. À partir du moment qu'on condamne, on peut condamner. Quand on a 80 ans, quand on a 100 ans, quand on a 18 ans. Parce que de toute manière, c'est ça qu'on fait nous-mêmes. Madame n'a pas été banni exactement l'âge. Des beaux condamnements, on peut condamner. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'âge pour être condamné. Mais je dis qu'il devrait y avoir des sanctions adaptées en fait en fonction de l'âge. Après, il faut savoir pourquoi cette dame de 94 ans avait passé de la cocaïne. C'est ça. Parce que, bon, voilà, s'il y a besoin d'argent, effectivement, il faut y porter en manœuvre, comme on dit. Ah oui, il faut condamner tout le monde qui fait des bêtises. Tout ça qui a fait un butin, qui prend place, il faut condamner. Il y en a d'accord aussi. Moi, je dirais que non, parce que, voilà, un crime, c'est un crime, ça ne dépend pas d'une personne. Voilà, il n'y a pas d'âge, normalement. Quand je dis un crime, je parle de tout ce qui est illégal. Tout ce qui est illégal doit être condamné, donc peu importe la personne.
faut qu'elle soit condamnée. C'est-à-dire que voilà, pour le jeune, il est un peu 14 ans, je trouve que c'est jeune pour aller dans un centre pénitentiaire. Ce serait plus intéressant qu'il aille dans un centre de redressement. Voilà, donc en gros c'est ça. Ok. Par contre, si on ne peut pas comparer au petit jeune qui a tué un autre jeune, pour moi, gratuitement. Que c'est vraiment gratuit, tuer un jeune comme ça. On va trouver que c'est... Voilà. Non, qui savait à l'âge. Alors, à l'âge à madame là, c'est ça qu'il a fait. Qui exemple il a passé tout le monde là? Qui exemple il a passé les jeunes? Non, là, je regrette vraiment. Pour la dame de certain âge, ben, pareil, il y a une sanction adaptée. Hein. Ça demande de la réflexion, mais on peut trouver. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire des bêtises, il faut être puni aussi, hein, quel que soit l'âge. L'âge n'est pas pardonnable. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'âge raisonnable. Par contre, on peut être plus ou moins tolérant en fonction du crime, entre guillemets. C'est ce que voilà. C'est plutôt ça. Oh non, monsieur, non, il n'y a pas d'âge. Vous faites une bêtise, puni. D'accord avec vous. Même si c'est Timon en moins. Il faut une bêtise, puni. Il faut y payer. D'accord? Voilà, c'était votre avis, des propos recueillis du côté donc de la ville des Amis. Voilà, Daniel, pour l'information. On a fini? Oui, ça y est. On a terminé. Alors, je le disais, donc, notre invité des journées de la transformation, peut-être qu'on le recevra la semaine prochaine, puisque ces journées, il va falloir bien tirer un bilan, faire une évaluation. Donc, restez avec nous. La semaine est terminée pour le ZCL. Elle reprend à partir de lundi. Et lundi, nous aurons de nouveaux invités et puis de nouvelles chroniques. Voilà, il est pratiquement 13h et combien 17 minutes. Il va faire beau ce week-end. En tout cas, entre cette nuit et demain, non. On est encore en vigilance orange, on espère que ça c'est pas une vigilance cyclone, c'est une vigilance seulement pour la pluie et orage. Forte pluie et orage. Forte pluie et orage, donc rassurez-vous, pas de cyclone en vue, en tout cas pour l'instant. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Voilà, merci en tout cas de votre attention. Dommage que l'invité ne soit pas là, mais enfin, c'est bien arrivé. Et donc, nous ne ferons pas comme Nagapé. Salut! Bonjour à tous, nous sommes vendredi 29 septembre, enfin dernier jour, avant-dernier jour du mois, et nous allons parler aujourd'hui avec M. Alain Nagam, qui est notre invité, c'est le président de la FPTPE, mais FPP, oui bien sûr, il n'y a pas de E, et probablement nous avons prévu de recevoir un peu plus tard Edouard Delta, qui est le maire de la ville d'Anse-Bertrand, puisque ce sont les journées d'accoute en transformation dans cette région-là. Sinon l'information, c'est Mandy, on va commencer tout de suite avec elle, avec les titres. Bonjour à tous, bienvenue également à vous qui nous écoutez en direct de RHT Guadeloupe. Nous sommes donc évidemment le vendredi 29 septembre. Voyons ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Et comme vous l'a dit Danick, c'est donc l'agro-transformation, les journées de l'agro-transformation, elles ont donc démarré. Nous partirons du côté de Petit Canal où avait lieu une rencontre avec les professionnels du secteur. Nous verrons également des images, vous avez sûrement dû subir les gros embouteillages puisqu'il y a des travaux qui se font en ce moment sur la RN2, donc à Lamanta. Nous verrons quelques images et quelques explications tout à l'heure. Et enfin, on terminera avec ce micro-trottoir. Y a-t-il un âge raisonnable pour être condamné après le jugement du meurtrier de Yohan Equinox âgé d'à peine 15 ans? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il existe un âge donc raisonnable pour être condamné? Voilà donc pour les titres de ce journal et sans plus tarder, on démarre avec donc l'agro-transformation. Est-ce que l'agro-transformation pourrait être la nouvelle donc alternative de développement économique pour l'agglomération du Nord Grande Terre? Eh bien, agriculteurs, chercheurs, professionnels du secteur étaient donc réunis autour d'un projet d'usine centrale de transformation de produits locaux de Guadeloupe. S'inscrivant donc dans cette stratégie, ils se sont donc réunis à Petit Canal. Des images signées Michel Héraclide et Rénal Walter.
Communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, dont je suis le 4e vice-président en charge du développement économique, a aujourd'hui la compétence développement économique du territoire. Nous sommes en Nord Grande Terre, un territoire qui a vu son déclin économique depuis la fermeture des usines à Cannes, de Beauport notamment, et aussi de Blanchette. Donc il s'agit pour nous élus d'offrir une autre alternative de développement au territoire qui soit viable et pérenne. Et c'est pour cette raison qu'avec les agriculteurs, avec les professionnels du monde agricole, les chercheurs, tous ceux en tout cas qui de près ou de loin participent à l'agriculture, la Chambre d'agriculture, nous avons proposé un projet d'agrotransformation qui consiste à donner à manger aux enfants du territoire Nord Grande Terre, c'est-à-dire aux 5 communes du Nord Grande Terre, Moule, Mornalo, Port-Louis, Petit Canal, Anse-Bertrand, à manger dans l'assiette des cantines scolaires des produits du terroir. La région accompagne le développement économique et dans l'agriculture fait partie du développement économique puisque la matière première de la Guadeloupe, l'agriculture en fait partie, avec l'eau, avec l'air, avec aussi la mer et nous avons aussi notre sous-sol, si bien que la région intervient à tous les niveaux. Et il y a dans le cadre de ce séminaire un projet de l'usine centrale et pour construire l'usine centrale, pour agro-transformer les produits du terroir, il est indispensable qu'il y ait du matériel, qu'il y ait une infrastructure et dans ce cadre-là, c'est la région qui accompagnera financièrement ce projet. D'ailleurs, nous avions dans la maquette financière une enveloppe de 2,5 millions. Nous l'avons fait passer à 6 millions de manière à accompagner ce projet de l'usine centrale sur le Nord Grande Terre. Voilà, nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons recevoir et nous recevons en direct dans le ZCL M. Alain Nagam qui est président de la FTP. Mais avant de l'interroger, comme ça, chaque semaine, nous recevons Marie-France Boujouedna. Bonjour. Bonjour. Et c'est vous qui avez dressé le portrait de Alain Nagam. Absolument. Alors Alain Nagam, vous êtes né en 1957, vous avez donc tout juste 60 ans, pardon. Il ne faut pas le rajeunir quand même. Pourquoi pas. Donc vous êtes né à Pointe-à-Pitre, mais vous avez grandi à Basse-Terre. Votre maman était laborantine à l'hôpital Saint-Hyacinthe. Votre papa était pâtissier-traiteur, mais également entraîneur professionnel de boxe. C'est une passion que vous partagez avec lui, mais vous avez peu pratiqué la boxe sur injonction de votre maman. Vous avez fait votre scolarité au séminaire collège de Basse-Terre et ensuite vous avez dû quitter le chef-lieu au moment des événements de la Soufrière. Vous avez continué votre scolarité à l'Institut de promotion commerciale à la CCI. Vous avez créé votre première entreprise à l'âge de 24 ans. C'était un libre service d'alimentation. Vous avez ensuite créé le premier fast-food à Basse-Terre, bien avant le McDo, c'était sur le Champ d'Arbaud. Et ensuite, vous êtes, pendant 15 ans, vous êtes spécialisé dans la distribution de papier. Et aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans l'environnement. Vous avez une entreprise avec 9 salariés et vous travaillez essentiellement pour les collectivités, pour l'entretien des espaces verts et du cadre de vie. Vous êtes également le président de la FTPE Guadeloupe, Fédération des très petites entreprises, et également la FTPE DOM. C'est ce qui aussi vous a, je pense, amené à vous présenter aux dernières élections de la CCI. Si, quand on vous demande votre meilleur souvenir, en fait, vous dites que ce sont généralement les rencontres, et notamment celle de Guy Corneli. Un souvenir particulier, eh bien, ça a été votre départ le jour où, en 76, quand la Soufrière a menacé d'exploser, le départ de Basse-Terre, et vous vous dites toujours très touché de voir que le chef-lieu n'a jamais retrouvé de sa superbe. Votre plus mauvais souvenir, eh bien, c'est le décès de René-Serge Nabajotte. Une qualité chez vous très importante, c'est la fidélité en amitié. Le plus gros des défauts, c'est probablement la méchanceté et l'hypocrisie. Et si vous aviez un seul objet à emmener, si vous deviez traverser la planète avec un seul objet dans votre valise, ce serait un livre. Le livre d'un économiste, Joseph Stiglitz, et qui s'appelle La Grande Fracture. Et ça parle notamment d'inégalité sociale.
Ma première question sera bien sûr d'actualité. Donc l'année dernière, au mois de novembre, vous avez présenté une liste aux élections à la CCI sur les très petites entreprises. C'est 95% de notre tissu local. Et vous n'avez obtenu aucun siège à la CCI. Expliquez-moi pourquoi. Bon, vous savez, on sait aujourd'hui, le monde économique sait comment ça s'est passé. On a manifestement... nous n'avons pas nous-mêmes vu nos voix arriver en préfecture. Comment? Donc on sait qu'on a les mauvaises pratiques guadeloupéennes quand il s'agit d'élections de chambres de consulaires. Donc on n'a pas fait fi de cela et de toute façon on est encore au combat pour la petite entreprise et on y sera encore. Donc on va vous retrouver aux prochaines élections qui seront, à mon avis, incessamment. Non, mais ce n'est pas une histoire d'élection, mais particulièrement portée au plus haut les orientations économiques de la Guadeloupe. Mais allez-vous vous représenter pour les prochaines élections? C'est une question que je me pose, mais c'est une direction que je vais prendre. Quand je constate la situation actuelle d'une équipe, je dis que c'est... Et j'ai dit en tout autant que c'était une cabale de la liste unique. Et on a voulu faire croire que j'aurais été incapable de gérer la chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe, malgré tout ce que j'avais déjà fait pour l'économie guadeloupéenne. Mais aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte de voir que nous sommes, après une année, la CCI n'a encore rien fait. Et ça, c'est désolant. Et ceux qui souffrent particulièrement, ce sont les TPE. Et quand les TPE souffrent, c'est l'économie guadeloupéenne qui souffre. Bien. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le point de la CCI, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant, dans le portrait de Marie-France, j'ai appris que vous étiez bastérien, je ne le savais pas d'ailleurs. Vous êtes du Sud, comme moi-même d'ailleurs. Royal. Oui. Et donc, je vais vous poser la question de savoir comment vous trouvez le développement économique de la Basse-Terre, de Basse-Terre et de la Basse-Terre. Très mal, et c'est vrai que j'avais tenté dans le programme que j'avais de mettre en place quelque chose pour réorienter, et le programme européen aujourd'hui le porte, la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. Il y a des perspectives économiques à mettre en place, mais pour cela il faut une parfaite cohésion entre le monde économique et le monde politique. Et cela dans la politique de rééquilibrage du territoire aussi, parce que quand je parle de Basse-Terre, je ne parle pas uniquement de la ville, mais je parle aussi pour moi de vieux habitants, de Bouillante, Trois-Rivières, et le potentiel économique qui agit aujourd'hui entre Saint-Claude et Bouillante, parce que vous savez qu'il y a eu une absence chez nous en termes politiques, c'est la loi montagne. Oui. C'est un outil essentiel pour pouvoir développer l'agriculture en zone de montagne. Et quand on parle aujourd'hui d'agrotransformation, mais si nous n'avons pas ici, chez nous, l'application des lois qui régissent la PAC, c'est-à-dire le programme agricole commun de l'Europe, eh ben, on ne pourra pas faire grand-chose. Et nos élus, à ce moment-là, ont failli. Donc, mais je ne en veux pas. Il faut bien sûr travailler et qu'on soit d'accord de manière à ce que nous puissions doter la Guadeloupe d'outils, d'abord de lois, mais aussi d'hommes et de femmes en capacité que nous avons pour pouvoir développer le territoire de la Guadeloupe, et Basse-Terre en particulier. Alors, quand vous voyez ce qui se passe à Basse-Terre du point de vue du développement économique, j'ai envie de vous poser la question sur Pointe-à-Pitre, qui est une ville qui est en train de se vider et devenir une ville fantôme. Mais écoutez, particulièrement, et c'est comme on dit, l'absence de politique économique tue l'économie. Et aujourd'hui, c'est la faute de qui? Bien sûr, les décideurs sont toujours les politiques. Parce que quelles que soient les actions que nous pouvons mener pour faire avancer l'économie, le gouvernement ne peut signer un document qu'avec ses homologues politiques, c'est-à-dire les maires, présidents de département, présidents de PCI. Et c'est cela. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, tant que les politiques ne vont pas bien comprendre que l'économie, c'est l'économie qui doit mener et pas l'électoraliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous leur proposons un certain nombre de sujets de développement, ils doivent nous suivre et nous accompagner. Vous disiez il y a quelque temps que les socioprofessionnels, dont vous faites partie, sont des complices silencieux de la classe politique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce que vous faites justement pour ne plus rester silencieux? Ça me revient, j'ai écrit effectivement, parce que c'est vrai que 40 ans qu'on parle de l'eau, du transport, tout cela, ce sont des sujets qui étaient sur la table, que justement,
La loi montagne, c'est le conseil général, qui n'est plus le conseil départemental. Mais si nos élus avaient été suffisamment clairvoyants, ou véatifs comme on dit, on aurait eu à travers cela les moyens justement de développer. Et je dis une chose, et c'est une question que je pose souvent, qu'en est-il de la déclaration de service public de la Générale des Eaux? C'est une question, j'attends encore la réponse, parce qu'il me semble que la déclaration de service public de la Générale des Eaux, dedans, il y avait le traitement des réseaux d'eau. Et j'aurais bien aimé qu'aujourd'hui, que tous les politiques que j'ai cités aujourd'hui, qui ont été présidents du Conseil général, puissent porter la réponse aujourd'hui, comment les choses ont été gérées. Et ça, c'est déplorable ça aussi. Alors justement, vous avez des idées, mais quelle est votre vision du développement économique idéal en Guadeloupe? Écoutez, aujourd'hui, le potentiel, la zone exclusive économique de la Guadeloupe, c'est 90 000 km². Nous portons, nous FTPE, et aussi des partenaires européens, Guadeloupe, éolien offshore tropical. Et quand on sait qu'à la loi sur la transition énergétique a oublié que nous étions, nous, en zone tropicale cyclonique, parce que nous ne sommes pas mentionnés dans la loi, nous avons effectivement demandé au député Servat de porter un projet de modification de la loi pour qu'on soit effectivement considérés, nous, en zone tropicale, la Guyane en zone équatoriale. Donc, et cela nous permettra effectivement de développer sur le territoire français un projet étatiste mondial, un projet qui seul peut être implanté à Port-Louis, parce que c'est en France, c'est à Port-Louis 60 à 100 mètres de fond marin sur 2 à 3 km qui permet à n'importe quel bateau de pouvoir venir jouer au yo-yo. Alors c'est ces éléments-là qui font que nous portons ce projet-là avec bien sûr les élus du Nord-Grande-Terre et aussi la région Guadeloupe. Et nous le faisons avec la commission énergie de la région. Et justement, nous avons souhaité qu'à la Chambre de commerce, il y ait la commission industrie, énergie, justement parce qu'il y aura des codes APE à changer, ou à apporter, ou à ajouter, pour nous permettre, nous, de jouir du potentiel économique que nous pouvons faire. Et je vais vous donner un exemple. Il est question pour nous de faire venir ici l'usine de fabrication de palmes. À Cherbourg, c'est 7000 emplois. Uniquement pour la fabrication. Alors imaginez un seul instant que nous avons ici chez nous en Guadeloupe, et je prends un mot le président Macron, parce qu'il nous dit, donnez-moi le potentiel de chez vous pour que je puisse vous accompagner à le faire. Eh bien, c'est voilà ce que nous avons mis sur la table du Premier ministre et du Président de la République. Et aussi du Président Chalus en premier lieu. Quand vous dites tout à l'heure que depuis son élection pratiquement à la Chambre à la CCI, rien n'a bougé, rien n'a été fait, c'est pas un peu injuste? Non, quand je dis... comme M. Nagapin ne fait rien, il se tourne les doigts. Non, mais je n'accuse pas M. Nagapin lui-même, j'accuse tous ceux et celles qui ont démissionné récemment. Tous ceux et celles qui ont été dans la partie, ils auraient dû très bien voir plutôt que les choses se sont faites de manière, vous avez compris, la manière dont les élections se sont déroulées chez eux. Oui. Ça ne pouvait pas continuer. Et si aujourd'hui, bon, c'est vrai que je sais qu'ils ont un tant soit peu peur de démissionner pour qu'on aille aux urnes, pour redonner la part au chef d'entreprise, mais si un tant soit peu, ils ne construisent pas une majorité solide pour que des commissions puissent fonctionner, pour que les TPE arrêtent de souffrir. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai connu une équipe CCI sur le terrain en organisant les rendez-vous des acteurs économiques, présent à côté de la FTPE. Aujourd'hui, je ne ressens pas ça et je ne ressens pas cette avancée, cet état d'esprit du développement économique. Et c'est vrai, je le dis, parce que nous sommes venus aux élections avec un projet qui s'appelait le rééquilibrage des territoires. Avec un projet basé sur la zone exclusive économique, mais aussi la zone de revitalisation rurale pour donner une chance justement à ces zones. Et tout ça, ce sont des programmes européens. J'ai fait venir Chantal Dagneau ici pour mieux faire comprendre le chef d'entreprise guadeloupéen l'étendue du champ du potentiel européen à travers Horizon 2020, COSME et autres, tous ceux qui sont en dehors du programme FEDER, FEADER, FEAMP, etc. Donc, il y a des choses à faire. Et la Chambre de commerce porte EAN, c'est-à-dire l'esprit de développement d'entreprise
en coopération avec d'autres Européens qui sont de leur territoire. Mais voilà des choses qui sont lettres mortes. Et ça, je dis que tant que la dynamique de la Chambre de commerce, et je le répète encore, la Chambre de commerce, c'est l'orientation du développement économique proposé aux acteurs, c'est-à-dire aux ordonnateurs qu'est la région Guadeloupe. Donc quand une chambre de commerce ne fonctionne pas, c'est l'économie qui touche. Donc vous êtes pour qu'on refasse les élections pratiquement? Je suis pour qu'on refasse les élections pratiquement, mais je suis pour aussi qu'une majorité vraie se dégage pour qu'on puisse travailler de façon sereine. Et à ce moment-là, est-ce que je vais rester 5 ans à attendre des élections? Non. Si une équipe qui se dégage est incapable véritablement de travailler, je porterai des idées et le potentiel de la Fédération des petites entreprises pour qu'on puisse effectivement gagner du temps et développer la Guadeloupe. Sous l'ancienne mandature, vous aviez une meilleure écoute, vous aviez pu porter plus de projets, et lesquels? Mais je vais vous dire une chose, quel que soit ce que je peux avoir avec ce qui s'est passé aux élections, quand nous avons créé la FTPE Guadeloupe en 2008, nous avons trouvé Madame Colette Coury, présidente de la Chambre de commerce, pour nous donner les voies et moyens, un local à disposition, un secrétaire à disposition pour travailler. Et c'est à ce titre. Et même mes propres rendez-vous au ministre de l'Outre-mer, à l'époque, Marie-Louise Panchard, donc je le dis, chaque fois, je n'ai pas peur de le dire, Colette Coury, marraine de la FTPE, et Marie-Louise Panchard, ministre de l'Outre-mer, c'est de cette façon-là. Parce que Marie-Louise Panchard avait mis à ma disposition Jean-Rémy Coquille, commissaire à la vie, le nom, et comment il s'appelle, le sous-préfet actuel au SGAR à Martinique, j'oublie son nom, mais ces deux personnes-là, qui étaient sous-préfets à la cohésion sociale à l'époque en Guadeloupe, André Pierre, lui, c'est avec ces gens-là que nous avons pu développer, créer non seulement la FTP Guadeloupe portée, mais aussi Guyane, Martinique et Saint-Martin. Et Mayotte. D'accord. Et donc, pour revenir à l'actualité la plus brûlante, c'est les cyclones, les ouragans qui ont soufflé sur Saint-Martin et sur la Guadeloupe. Alors, premièrement, deux petits mots sur les petites entreprises guadeloupéennes. Elles n'ont pas beaucoup souffert parce que, c'est une question, puisque vous savez qu'il y a un état de catastrophe naturelle qui était assez réduit. Qu'est-ce que la FTPE dit aux ministres concernés, aux présidents de région, aux présidents de conseil, aux collectivités? Nous avons été présents aux différentes réunions. J'ai assisté quand le président Chalus a très clairement fait comprendre au préfet qu'il était inadmissible que l'État veuille lui seul contrôler tout cela. C'est après que, c'est un dimanche, c'est après cela que le préfet a adjoint le département et la région à ses côtés, suite à l'acte d'action du président Chalus. Et depuis ça, avec l'UDE-MEDEF que nous avons rejoint, parce que j'ai appris très tôt que le monde économique guadeloupéen parle d'une seule voix, parce qu'il s'agissait de nos entreprises, et c'est à ce moment. Je crois que nos partenaires, les banquiers ont joué le jeu, le président Henri Yacour, directeur de la sécurité sociale aussi, le RSI m'a écrit en tant que président Outre-mer pour me faire savoir qu'il mettait à la disposition des chefs d'entreprise, bien sûr, il y a une fiche à remplir, un apport financier pour leur permettre de rebondir. Là, je suis en train de négocier avec la Caisse des dépôts et consignations pour mettre en place un fonds de roulement pour permettre aux entreprises de Saint-Martin, Saint-Barth de redémarrer. Incessamment sous peu, nous allons organiser une rencontre parce que la chance de Saint-Martin, c'est que la FTPE Saint-Martin dirige la CCISM. Comme en Guyane d'ailleurs avec Karine Bissou. Oui. Donc c'est ça, quand nous sommes là, nous sommes actifs. Oui. Donc, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on va mettre en place des opérations pour pouvoir recevoir les chefs d'entreprise, les identifier et leur porter au cas par cas. Mais est-ce qu'en termes de marché de reconstruction, vous serez présent réellement? On sera présent, plus que jamais. Un FTPE Saint-Martin, rien ne se fera sans FTPE Saint-Martin. Vous êtes sûr? Saint-Martin, Angèle Dormois, elle est debout. Parce que Bouygues est très véatif, hein, si vous savez. Bouygues est très véatif, je ne vous cache pas que je connais très bien les dirigeants de Bouygues. Ils sont véatifs sur ça, mais ils sont véatifs aussi sur le chantier de l'hôpital. Oui, aussi. Mais je vais vous dire une chose, contrairement à ce qu'on peut avoir, j'ai signé pour la Guyane avec Bouygues, lors de la construction de l'hôpital à Sinamari, une convention qui a permis à 48 TPE non seulement de travailler sur le site de reconstruction de l'hôpital, mais aussi de se former au métier de construction de la santé. Parce que le ciment qu'on utilise pour construire un bâtiment n'est pas pareil pour construire un hôpital. Il y a des métiers qui sont dans ce domaine-là,
Et Bouygues a accepté de le faire. Et c'est vrai qu'on ne voit pas chaque fois que c'est un acteur, que c'est un ennemi, mais aussi il faut savoir dire les choses aux gens. Nous sommes chez nous, nous devons contribuer à la reconstruction de notre territoire. Que ce soit en Guadeloupe aujourd'hui, il faut relancer l'activité parce que c'est chez moi, Baïf, Pieux Habitants, Bouillante, Trois-Rivières, Rivière-Sens. Là aussi, il y a de vrais sujets et on sera présent. On sera présent, d'ailleurs, on l'est déjà, parce que Bruno Blandin le sait très bien, qu'il est hors de question que nous soyons mis à l'écart. Nous travaillons avec la cellule mise en place avec l'UDMEDEF. Chaque fois que de besoin, nous participons aux travaux, mais il est hors de question, et je le répète, je serai véatif, que nous ne soyons pas partie prenante. Et aussi, je crois que pour la dette sociale et fiscale aussi, il y a un travail de fait, mais il sera question aujourd'hui de surseoir à la demande d'être à jour de cotisation, on l'a dit au préfet, pour que les entreprises puissent participer à la reconstruction. Oui, alors l'octroi de mer, en fait, vous critiquez pas mal ce dispositif, tout simplement parce que vous disiez qu'initialement, il devait soutenir l'économie locale et qu'au final, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous allez, par exemple, je sais pas, demander le soutien de nos nouveaux députés aux sénateurs pour essayer de redonner à l'octroi de mer sa véritable vocation? Où l'octroi de mer retrouve sa véritable vocation? Parce que vous savez, c'est la plus vieille taxe qui existe. Hein, et l'octroi de mer, c'était pas fait pour nous, j'appelle ça une taxe coloniale. Aujourd'hui, il faut réfléchir différemment au développement de l'économie. Nous, on avait proposé à l'époque la TVA régionale. De quoi enrichir effectivement et empêcher que les entreprises supportent cette taxe-là directement parce que ça pénalise bien sûr l'entreprise. Donc c'est pas bien. Il faut que nous arrivions à réfléchir, que nous arrivions à discuter et négocier avec l'Europe qui souhaite aussi voir disparaître l'octroi de mer, mais nous devons nous faire des propositions fortes pour sortir de ce positif-là. Aujourd'hui, se servir de l'octroi de mer pour accompagner des puits sans fond contre nos communes, ce n'est pas une bonne solution. Et il faudrait que nous trouvions autre chose. Et aujourd'hui, il est question, moi je suis prêt, on a des idées à faire sur ce domaine. Je rencontre dans quoi qu'on dit ou jeudi la délégation ministérielle de l'outre-mer qui réfléchit sur l'évolution de l'octroi de mer. On leur dira notre avis, mais aujourd'hui, moi je pense qu'il serait beaucoup plus sain de pouvoir donner à la région Guadeloupe directement par le biais d'une TVA régionale les voies et moyens de développement économique pour soutenir l'économie. Alors, on va bientôt terminer, déjà 2h57. Vous savez que cette semaine, enfin à la fin de la semaine, le mot de maman a beaucoup circulé un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Monsieur Nagapin, que nous avons interviewé ici au téléphone, nous disait qu'il s'agissait d'un véritable complot contre lui, ourdi, semble-t-il, par le patronat, le MEDEF, etc. Vous validez cette idée de complot contre M. Nagapin? Je ne peux pas valider ça parce que, bon, même si je ne suis pas dedans, mais je suis quand même au courant de ce qui se passe. Par contre, ce que je dis, quel que soit Pierre, Paul, Jacques, quel que soit le moment où les choses se sont passées, 4 ans, 10 ans, 20 ans, c'est inacceptable. C'est inconcevable que dans une réunion professionnelle, on puisse se comporter de la sorte et employer le mot. Une fois, ça peut s'échapper, mais autant de fois, je dis que c'est une malhonnêteté, c'est une insulte, c'est une injure à la société guadeloupéenne et de vouloir faire croire que ça. C'est inexcusable aussi. On ne peut pas avoir. Quand il a fait son mea culpa hier. Non, on ne peut pas dire. Voilà, on ne peut plus. Parce que j'ai entendu dire aussi que vous ne laissez pas savoir. Oui, c'est ici. Henri, désolé, mais tu as commis une faute, même si tu aimes bien dire maman, je le dis là aujourd'hui, ça ne peut pas se passer lors d'une réunion, sur un comité d'établissement, ça ne peut pas se faire. Ça c'est vraiment, c'est être irresponsable, perdre ses moyens, et on ne peut pas excuser ça. Et je peux dire quelque chose, le monde économique ne peut pas se suffire de quelqu'un qui demain peut déraper dans une réunion avec le préfet. Donc,
Ah non, moi je suis catégorique là-dessus. Si c'est moi, je lui demanderai effectivement de sortir, de ne pas se représenter, parce que je serais gêné de savoir que demain, je suis en réunion quelque part et qu'il peut péter comme ça et dire des choses. Non, il faut vraiment, il va falloir qu'il donne des preuves sérieuses de sa capacité à se contenir et à se maintenir. Moi, si c'était moi, je vous avoue que je me serais tout petit. Et voilà, mais je pense que non, c'est inacceptable. On ne peut pas dire ça comme ça, et surtout j'entends circuler des mots sur la jeune fille prétextant qu'elle est ceci. Non, à un moment, ça c'est encore une insulte, et ceux qui veulent défendre Henri dans ce domaine-là ne doivent pas, parce que moi je dis que il était parmi ceux qui voulaient me vilipender, dire que j'étais un incapable. Je suis un fils de pâtissier, j'entends dire qu'il est fils d'agriculteur, on ne l'aime pas. Il faut qu'on arrête avec ce sujet-là et que nous sachions en Guadeloupe prendre nos responsabilités. Vous avez commis un acte, vous deviez l'assumer, vous excuser peut-être, mais on ne peut pas l'accepter les excuses. Mais quand on fait ça, on se comporte comme ça, on ne peut pas venir demain dire que excusez-moi, c'est passé. Je n'ai pas aujourd'hui de garantie qu'il pourra véritablement, correctement représenter le monde économique. Comme on dit, et moi les parents disent ça souvent, hein, même si vous pas ni l'argent, mais toujours habillé au propre. C'est ça que c'est. Voilà. Dernier mot, c'est sur les journées de l'agro-transformation dans le Nord-Grand-Terre. Vous êtes au courant? Je suis au courant. Je n'ai pas eu le temps d'aller parce que ça se termine à 13h aujourd'hui. Je devais y être malheureusement, mais pris dans des obligations personnelles parce que je travaille aussi et je n'ai pas eu le temps d'y aller. Mais je soutiens fortement la démarche. Nous-mêmes à la FTPE, on est en train d'essayer de rassembler les entreprises parce que nous créons place du marché de territoire. C'est-à-dire c'est un outil de vente de nos produits, un peu comme Amazon, de manière qu'on fait d'ailleurs avec FTPE Besançon, de manière à ce que nos produits soient représentés sur un seul et même site. Et je déplore le fait que chaque personne essaie de faire son site de vente. C'est pas bon, c'est pas assez visible. Et je souhaite effectivement que tous ceux qui veulent commercialiser leurs produits à travers le monde. Parce que je dis ça, la transition numérique, c'est une vraie chance pour les Guadeloupéens, pour tous nos petits agriculteurs, pour nos artisans et tout, pour pouvoir commercialiser leurs produits sans monter un magasin à Paris, à Marseille et autres. Ils ont l'avantage aujourd'hui de commercialiser un produit. Mais ce que je dis, faisons attention. Avant, quand on achetait du bonbon, on le mettait dans des papiers de sac à farine. Aujourd'hui, il est question de packaging. Des fois, le produit n'est peut-être pas bon, mais la toilette est tellement bien faite qu'on a envie de l'acheter. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est le commerce de demain, donc nous devons en profiter. Oui à l'agro-transformation. Il est 13h02. On vous remercie, Alain Nagam, d'être venu nous dire tout cela. Et puis, on va suivre l'actualité dans les jours qui viennent en ce qui concerne la CCI. Sinon, on prend d'abord une page de publicité, puis on se retrouve avec Mandy pour le développement de l'actualité.